lorsqu'une personne souhaite profiter du régime favorable de l'assurance vie, notamment pour transmettre un capital, eh bien, elle va le plus souvent souscrire un contrat. Et en effet, c'est le plus simple. De la même façon, lorsque cette même personne dispose ultérieurement d'un nouveau capital, de nouvelles liquidités, eh bien, elle va faire le plus souvent un versement sur le contrat déjà existant, et là aussi, c'est le plus simple. Mais, dans un cas comme dans l'autre, est-ce le plus efficace? Rien n'est moins sûr. Prenons l'exemple des versements faits sur des contrats d'assurance vie après l'âge de 70 ans. Dans ce cas, eh bien, le capital d'essai est taxé au droit de succession, diminué d'un abattement de 30 500 €. L'article 757b du Code général des impôts nous indique que ce sont les primes versées qui sont taxées au droit de succession. Par conséquent, ça veut dire que la valorisation du contrat est, elle, exonérée de droit de succession. Et c'est ce qui fait le charme, l'avantage de l'assurance vie après l'âge de 70 ans. L'administration fiscale nous précise toutefois que si le capital d'essai est inférieur aux sommes versées, et ça peut arriver si l'on fait des rachats, ou s'il y a une baisse du capital, à ce moment-là, ce qui est taxé au droit de succession, c'est le montant du capital d'essai, toujours diminué de l'abattement de 30 500 €. Enfin, il faut préciser que les bénéficiaires qui ne sont pas assujettis en temps normal au droit de succession ne le seront pas avec l'assurance vie, et on parle notamment du conjoint et du partenaire pacsé. Alors pour expliciter ce mécanisme, on va prendre un exemple. Monsieur Jean, veuf, âgé de 71 ans, fait un versement sur un contrat d'assurance de 200 000 € après l'âge de 70 ans. Première hypothèse, à son décès, le contrat vaut 300 000 €. À ce moment-là, qu'est-ce qui va être taxé? On l'a vu, le montant de la prime, 200 000 €, moins le montant de l'abattement. Ce qui va être exonéré, c'est le montant des intérêts, c'est-à-dire 100 000 €, la différence entre 300 et 200, 100 000 €, plus le montant de l'abattement, 30 500 €. Deuxième hypothèse, supposons qu'au moment où ce contrat de M. Jean atteint le montant de 300 000 €, il décide, pour faire une donation ou pour faire des travaux, de réaliser un rachat de 150 000 €. Là, l'administration fiscale, il est toujours vivant, l'administration fiscale va taxer le gain qu'il aura réalisé. Et elle estime que ce rachat de 150 000 €, qui est le rachat de la moitié de la valeur du contrat, comporte la moitié de la prime d'origine, c'est-à-dire 100 000 € qui n'est pas taxable, et la moitié des intérêts, c'est-à-dire en l'occurrence 50 000 € qui, eux, sont taxables au titre des revenus de M. Jean. Imaginons que M. Jean décède peu de temps après et que son contrat, une fois donc le rachat opéré, que ce contrat n'a pas changé de valeur. Il y a donc toujours une valeur de 150 000 €. L'administration fiscale, cette fois-ci, ne va pas tenir compte de ce qui s'est passé au préalable et elle va taxer le capital d'essai puisqu'il est inférieur à la prime. On est en présence d'un capital d'essai de 150 000 €, une prime de 200 000, le capital est inférieur, l'administration fiscale taxe les 150 000 € diminués du montant de l'abattement. Un certain nombre de contribuables n'étaient pas d'accord avec cette manière de procéder et pour eux, il fallait, comme on l'a annoncé au tout début, il fallait tenir compte de l'existence des intérêts dans ce capital de 150 000. On a vu qu'il y avait 100 000 € de prime, 50 000 € d'intérêt. Pour eux, ces 50 000 € d'intérêt étaient exonérés et en plus de l'abattement. Donc on avait une exonération égale à 80 500 €. Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette question et il a validé le calcul de l'administration fiscale, estimant que l'objectif poursuivi par le législateur à travers l'article 757b du Code général des impôts était, selon le Conseil constitutionnel, je cite, de décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Maintenant, voyons
ce qui se passerait si M. Jean, au lieu de souscrire un contrat pour un montant de 200 000 euros, souscrit 2 contrats de 100 000 euros chacun. On va de nouveau supposer que lorsque ces contrats atteignent une valeur globale de 300 000 euros, 150 000 euros chacun, il décide de récupérer 150 000 euros pour faire cette donation, faire ces travaux, peu importe. Et que, peu de temps après, il décède, donc on se retrouve avec un seul contrat d'une valeur de 150 000 euros par hypothèse. On suppose que le contrat ne s'est pas valorisé entre le rachat et le décès. Et bien là, qu'est-ce qui se passe fiscalement? On a un contrat dont la prime d'origine est de 100 000 euros. Elle va donc être taxée, diminuée de l'abattement de 30 500. Et on a 50 000 euros d'intérêt qui, eux, vont être exonérés de droits, ainsi que, auquel va s'ajouter, bien sûr, l'abattement de 30 500 euros. Donc il y a 2 enseignements à tirer de ces exemples. Le premier, c'est que, en règle générale, très souvent, on dit que l'assurance vie faite après l'âge de 70 ans, eh bien, les intérêts des versements que l'on a fait sur les contrats d'assurance vie après 70 ans sont exonérés de droits de succession. C'est vrai, mais à la condition qu'il n'y ait pas de rachat entre-temps. Et puis, je dirais, deuxième enseignement, lorsqu'une personne de plus de 70 ans envisage de faire une opération d'assurance vie, et qu'elle n'écarte pas la possibilité d'avoir à faire ultérieurement des rachats, pour telle ou telle raison, eh bien à ce moment-là, il est préférable qu'elle fasse plusieurs contrats et qu'elle regroupe ses rachats, besoin de liquidité, sur un seul de ces contrats. Dans tous les cas, parlez-en à votre notaire.